Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui se produit en ce moment même. Pendant que tu écoutes ces mots, pendant que tu respires, pendant que la Terre tourne sur son axe, il y a un objet dans l'espace qui voyage vers le Soleil depuis plus de 1000 ans. Un objet qui est resté congelé pendant 4 milliards d'années dans les régions les plus sombres et les plus froides du système solaire. Un objet qui a effectué ce voyage pendant toute l'histoire de l'humanité sans qu'aucun être humain ne sache qu'il existait. Et dans quelques jours seulement, cet objet va arriver au terme de ce voyage. Les modèles mathématiques suggèrent qu'il est suffisamment grand pour survivre. Mais son comportement ces dernières semaines a laissé les astronomes sans voix. Nous ne savons pas s'il survivra. Et cette incertitude, ce doute précis que les meilleurs astronomes du monde, équipés des instruments les plus sophistiqués que l'humanité ait jamais construits, ne parviennent pas à résoudre. C'est exactement la raison pour laquelle cette nuit compte. C'est exactement la raison pour laquelle nous devons en parler ensemble. Pense à ce que signifie 1000 ans de voyage. Il y a 1000 ans, il n'y avait pas de télescope. Il n'y avait pas d'horloge mécanique. L'imprimerie n'existait pas encore. Les êtres humains regardèrent le ciel et voyaient des comètes, et ils pensaient que c'étaient des signes des dieux, des présages de guerre, de famine ou de la mort des rois. Ils ne pouvaient pas savoir que ce qu'ils contemplaient était un morceau de glace et de roche de la taille d'une ville, orbitant autour du Soleil sur une trajectoire tellement allongée qu'elle mettait plus de 10 siècles à se compléter. Ils ne pouvaient pas savoir que cet objet portait en son intérieur un registre chimique du moment où le système solaire s'est formé. Un registre préservé pendant 4 milliards et demi d'années à des températures si basses que pratiquement le temps s'arrête pour la matière. La comète MAPS a effectué ce voyage pendant tout le temps que les êtres humains ont mis à construire des cathédrales, à naviguer sur les océans, à mener des guerres, à écrire des symphonies et à poser le pied sur la Lune. Complètement indifférente à tout cela, complètement seule dans le vide de l'espace. Et maintenant, elle arrive. Le 4 avril 2026. C'est la date. Ce jour-là, la comète passera si près du Soleil qu'elle se trouvera à l'intérieur de l'atmosphère extérieure de notre étoile, à l'intérieur de la couronne solaire. Ce halo de plasma à des millions de degrés qui entourent le Soleil et que nous ne pouvons normalement pas voir parce que la lumière du disque solaire l'éclipse. La comète va traverser cela, si près du Soleil que la distance qui les sépare sera inférieure à la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et les données de mars 2026 nous disent que quelque chose a changé, que la comète qui arrivera à ce rendez-vous pourrait ne pas être la même que celle qui en ressortira, que le sursaut de luminosité que les astronomes ont mesuré le 3 mars, ce bond inattendu qu'aucun modèle ne prédisait, pourrait être le premier signe visible que la comète commence à se briser de l'intérieur, que ce qui est sur le point de se produire le 4 avril pourrait être le spectacle astronomique le plus mémorable des dernières décennies, ou bien le silence final d'un objet qui a voyagé pendant des millénaires, pour finir dispersé dans le vent solaire sans que personne sur Terre ne le voie. Et la différence entre ces deux possibilités dépend de choses que nous ne savons pas encore. À la fin de ce récit, tu vas comprendre 3 choses qu'aucun article de vulgarisation sur la comète MAPS ne t'explique de manière complète. La première, tu vas comprendre ce qu'est la famille Kreutz, d'où elle vient, et pourquoi les comètes de cette famille sont les seuls objets du système solaire qui sont piégés dans un processus de destruction qui dure depuis des milliers d'années et qui ne se terminera que lorsqu'il ne restera plus rien. Quand tu comprendras cela, la comète MAPS cessera d'être simplement une comète. Elle deviendra ce qu'elle est réellement, le dernier acte visible d'une tragédie cosmique qui a commencé bien avant qu'aucun être humain n'existe sur cette planète. La deuxième, tu vas comprendre exactement ce qui arrive à une comète quand elle entre dans la couronne solaire, les forces qui agissent sur elle, l'ordre dans lequel elles agissent,
et laquelle de ces forces, contre toute intuition, a le plus de chances de détruire MAPS. Ce n'est pas la chaleur, c'est quelque chose de plus subtil et de plus violent en même temps. Quelque chose que tu ne peux ni voir ni toucher, mais qui peut briser en morceaux un objet de la taille d'une ville en quelques heures. Et la troisième, tu vas comprendre pourquoi la comète MAPS, indépendamment de sa survie le 4 avril, est l'objet scientifique le plus précieux qui soit arrivé dans le système solaire intérieur depuis des décennies. Non pas à cause de sa taille ni de son éclat potentiel, mais parce qu'elle est arrivée au seul moment de l'histoire où l'humanité possède les instruments pour lire ce qu'elle porte en elle. Et ce qui pourrait être écrit dans cet intérieur est directement connecté à la question la plus ancienne que les êtres humains se soient posée en regardant le ciel nocturne. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et les ingrédients qui ont rendu possible la vie sur Terre sont-ils uniques à cette planète ou voyagent-ils à travers le cosmos à l'intérieur d'objets exactement comme MAPS? Pour comprendre tout cela, nous devons remonter très loin en arrière, bien avant 2026, avant l'an 851, qui fut la dernière fois que la comète MAPS est passée près du Soleil, avant qu'aucun instrument ne soit capable de l'étudier, jusqu'à l'origine de tout, jusqu'à la catastrophe qui a créé la famille à laquelle elle appartient. L'origine de la famille Kreutz ne fut pas une naissance, ce fut une rupture. Il y a entre 3000 et 50 000 ans, selon le modèle mathématique que tu utilises pour le calculer, il y avait dans le système solaire intérieur une comète incomparablement plus grande que toute comète que les êtres humains aient jamais vue en temps historiques. Nous ne parlons pas d'une comète un peu plus grande que la normale. Nous parlons d'un objet que les astronomes appellent une mégacomète. Un corps qui s'était formé dans les régions les plus froides et les plus reculées du système solaire, dans le nuage d'Oort, là où flottent, congelés, les restes du matériau primordial dont le Soleil s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années. Cette mégacomète avait un noyau de 30 à 100 km de diamètre. Pour que cela signifie quelque chose de concret, pense à une ville, une grande ville, de la taille de Paris ou de Lyon. Maintenant, imagine-la faite de glace et de roches sombres flottant dans l'espace. Maintenant, multiplie-la par 10 ou par 20. C'est à quel point la méga-comète Kreutz était grande. C'est un objet d'une échelle qu'il est presque impossible de visualiser, parce que rien dans l'expérience quotidienne humaine ne lui ressemble. Le nuage d'Oort, d'où provenait cette mégacomète, est l'une des structures les plus mystérieuses du système solaire. Nous n'avons jamais observé directement un objet dans le nuage d'Oort. Nous inférons son existence à partir des orbites des comètes à longue période qui tombent vers l'intérieur du système solaire de temps en temps. Ces orbites pointent vers une origine commune, une coquille sphérique de milliards, peut-être de billions d'objets glacés, s'étendant à des distances allant de 2000 à 100 000 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Le nuage d'Oort commence donc à environ 300 milliards de kilomètres du Soleil et s'étend jusqu'à 15 000 milliards de kilomètres. À ces distances, la lumière du Soleil est si faible qu'elle ne peut pas maintenir les objets au-dessus de quelques degrés du zéro absolu. C'est un réfrigérateur cosmique parfait, préservant le matériau primordial du système solaire dans un état presque inchangé depuis sa formation. Les objets du nuage d'Oort sont les vestiges de la formation du système solaire. Quand les planètes géantes se sont formées et ont migré dans leurs orbites actuelles, leurs perturbations gravitationnelles ont éjecté d'énormes quantités de planétésimaux vers l'extérieur. La plupart ont été expulsés complètement du système solaire, perdus à jamais dans l'espace interstellaire. Mais certains ont été capturés sur des orbites extrêmement allongées, formant ce réservoir de matériaux primitifs qui entoure le Soleil comme un halo invisible. Quelque chose,
probablement la perturbation gravitationnelle de Jupiter, ou d'une étoile qui est passée à proximité à cette époque reculée, a altéré son orbite et l'a envoyée vers l'intérieur du système solaire, sur une trajectoire qui la menait très près du Soleil. Quand elle a atteint le point le plus proche du Soleil de cette trajectoire, les forces que le Soleil exerçait sur elle n'ont pas pu être résistées. Les mêmes forces qui créent les marées dans les océans de la Terre. Cette traction différentielle de la gravité, qui est plus forte du côté de l'objet le plus proche de la source gravitationnelle et plus faible du côté le plus éloigné. Ces forces ont agi sur la mégacomète, avec une intensité qui dépassait de loin toute force interne, pouvant la maintenir assemblée. L'objet s'est fragmenté, pas en 2 morceaux ordonnés, en beaucoup. Et ces morceaux, chacun suivant une trajectoire légèrement différente des autres, mais toutes dérivées de l'orbite originale de l'objet qui les contenait, ont continué à orbiter autour du Soleil. Ces morceaux sont la famille Kreutz. L'astronome allemand Heinrich Kreutz a identifié ce schéma en 1888, en étudiant les orbites de plusieurs comètes brillantes qui avaient été observées dans les décennies précédentes. Ces calculs, réalisés avec les outils mathématiques du XIXe siècle, sans autre aide que le papier et les logarithmes, ont démontré que plusieurs de ces comètes suivaient des trajectoires si semblables entre elles qu'elles ne pouvaient pas être des objets avec des histoires indépendantes. Elles devaient provenir de la même origine. Il leur a donné son nom. Et ce nom s'est maintenu depuis lors pour toutes les comètes qui suivent ce type d'orbite. Une ellipse si allongée et si extrême que le point le plus proche du Soleil se trouve à l'intérieur de l'atmosphère extérieure de l'étoile, et le point le plus éloigné se trouve aux confins du système solaire. Ce que Kreutz ne pouvait pas savoir en 1888, c'était la véritable échelle de ce qu'il avait identifié. Il pensait à quelques comètes notables. Les comètes qu'il avait étudiées étaient les grandes comètes historiques, celles qui avaient été suffisamment brillantes pour être notées dans les chroniques. La comète de l'an 363, observée par les Romains. La grande comète de 1106, qui apparaît dans les textes médiévaux européens et arabes. La comète de 1843, qui fut visible en plein jour et dont la queue s'étendait sur plus de 40 degrés dans le ciel nocturne. Ces comètes, séparées par des siècles, suivaient toutes des trajectoires remarquablement similaires. Kreutz, avec une patience et une rigueur qui forcent l'admiration, a calculé leurs orbites à partir des observations historiques disponibles et a démontré qu'elles ne pouvaient pas être des objets indépendants. Elles devaient partager une origine commune, une mégacomète ancestrale dont elles n'étaient que des morceaux éparpillés le long d'une même trajectoire. Mais Kreutz ne pouvait voir que les grands fragments, ceux suffisamment massifs pour survivre au périhélie et générer les queues spectaculaires qui les rendaient visibles à l'œil nu. La réalité que nous commençons à comprendre seulement depuis que nous avons lancé des télescopes dans l'espace capables d'observer le Soleil de manière continue est incomparablement plus grande et plus déconcertante. Depuis que l'instrument LASCO du SOHO, l'Observatoire solaire et héliosphérique, a commencé à photographier l'espace autour du Soleil de manière continue et systématique, en 1996, nous avons détecté plus de 4000 comètes de la famille Kreutz. 4000 fragments du même objet original, chacun suivant la même trajectoire vers la destruction, séparés les uns des autres par les petites différences de vitesse et de direction qu'ils ont accumulées quand la mégacomète s'est brisée et qui, avec le temps, se sont amplifiés jusqu'à distribuer les fragments dans un arc qui s'étend sur toute l'orbite. L'immense majorité de ces 4000 comètes sont des fragments petits, de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Quand ils s'approchent du Soleil, ils disparaissent simplement des images. Ils entrent dans le champ de vision du coronographe en brillant faiblement. Cette lumière augmente pendant des heures ou des jours, tandis que la radiation solaire les vaporise progressivement. Et puis, le signal disparaît.
Rien n'émerge de l'autre côté du Soleil. Il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de survivants. Seulement de la poussière et du gaz que le vent solaire disperse et qui se mélange avec le reste du milieu interplanétaire en quelques heures. C'est ce qui arrive à la grande majorité des comètes Kreutz. Une mort silencieuse, sans témoins, sans nouvelles, sans que personne en dehors de la communauté spécialisée ne sache qu'elles ont existé. Les quelques-unes qui sont suffisamment grandes pour survivre au périhélie sont celles qui génèrent les queues que nous voyons depuis la Terre. Et à l'ère moderne, depuis qu'existent des instruments capables de les étudier en détail, seuls 2 ont généré des spectacles visibles à l'œil nu depuis notre planète. La comète Ikeya-Seki en 1965 et la comète Lovejoy en 2011. Ces 2 cas sont la référence de tout ce que les astronomes tentent de prédire pour la comète MAPS. Et l'histoire de chacune d'elles, racontée avec le détail qu'elle mérite, est l'histoire de ce qui attend MAPS le 4 avril. La comète Ikeya-Seki a été découverte le 21 septembre 1965 par 2 astronomes japonais qui ne se connaissaient pas entre eux et qui l'ont trouvée indépendamment à quelques heures d'intervalle. Kaoru Ikeya avait 21 ans et avait construit son propre télescope réflecteur de 20 cm pour chercher des comètes. C'était sa passion depuis l'adolescence. Il se levait avant l'aube et balayait le ciel systématiquement, nuit après nuit, cherchant ces taches diffuses qui se déplacent lentement contre le fond d'étoiles. Tsutomu Seki était plus expérimenté, un astronome avec une carrière sérieuse derrière lui, et il l'a trouvé presque simultanément depuis son propre observatoire. Aucun des 2 ne savait que l'autre regardait le même objet. Les premières mesures orbitales d'Ikeya-Seki ont révélé immédiatement ce qu'elle était. Un membre de la famille Kreutz. Périhélie prévue pour le 21 octobre 1965, moins d'1 mois après la découverte. Les modèles initiaux prédisaient qu'elle pourrait devenir visible en plein jour, ce qui était déjà extraordinaire. Mais ce que personne n'avait anticipé complètement fut la magnitude réelle du phénomène. Quand la comète a atteint le point d'approche maximale du Soleil, sa luminosité était approximativement 100 fois supérieure à celle de la planète Vénus à son moment le plus brillant. Elle était visible sans aucun instrument optique, simplement en cachant le disque solaire avec la main et en regardant juste à côté. Au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Australie, des personnes qui n'avaient jamais prêté attention au ciel nocturne sont sorties dans la rue pendant le jour et l'ont vue. Les journaux ont publié des instructions sur comment l'observer de manière sécurisée. Ce fut le type d'événement astronomique qui ne se produit qu'1 ou 2 fois par génération et que ceux qui y assistent n'oublient jamais de leur vie. Et elle a survécu. Après être passée par la couronne solaire, Ikeya-Seki a émergé de l'autre côté, avec une queue de lumière que les observateurs de l'hémisphère sud décrivaient comme une épée argentée traversant le ciel. Elle s'étendait de l'horizon jusqu'au zénith, dans les meilleurs moments de visibilité. Des millions de personnes l'ont vue pendant des semaines. Les astronomes l'ont étudiée avec les instruments disponibles pendant des mois. Ce fut la grande comète du XXe siècle. Et la plupart des personnes vivantes aujourd'hui ne savent pas qu'elle a existé. Mais quand les astronomes ont analysé les observations post-périhélie avec le détail qu'elles méritaient, ils ont trouvé quelque chose que la spectacularité visuelle avait occulté. Le noyau s'était fragmenté. Pas complètement. Pas de manière à détruire la comète comme objet observable depuis la Terre. Mais les forces que le Soleil a exercées sur elle pendant les minutes du périhélie ont été suffisamment intenses pour diviser le noyau original en au moins 3 morceaux. Ces morceaux sont restés suffisamment proches les uns des autres pour apparaître comme un seul objet brillant à l'œil nu, mais avec des télescopes à haute résolution, ils étaient clairement de multiples condensations se séparant progressivement. Ikeya-Seki a survécu au périhélie.
mais le périhélie l'a brisé. Cette distinction est essentielle pour comprendre ce qui va arriver à MAPS. Survivre et sortir intact sont des choses différentes. Et aucune grande comète Kreutz dont nous ayons un registre n'est sortie intacte d'un périhélie. Toutes celles qui ont survécu fragmentées. Le périhélie n'est pas un test que l'on réussit ou que l'on rate. C'est un processus de destruction dont certains objets sortent encore reconnaissables et d'autres non. Le deuxième cas, celui de Lovejoy en 2011, est le plus pertinent pour MAPS, parce que Lovejoy est passé à une distance du Soleil comparable à celle à laquelle passera MAPS, et parce que l'histoire de pourquoi Lovejoy a survécu, alors que presque personne ne pensait qu'elle le ferait, est exactement l'histoire que les modèles actuels tentent de répéter avec MAPS. La comète Lovejoy a été découverte par Terry Lovejoy, un technicien en informatique australien qui fait de l'astronomie pendant son temps libre, à peine 16 jours avant son périhélie. Lovejoy n'est pas un professionnel, c'est quelqu'un qui construit et modifie ses propres télescopes et qui se lève avant l'aube pour balayer le ciel avec une caméra numérique, exactement comme Kaoru Ikeya, 46 ans avant lui. Quand il a trouvé la tache diffuse qui se déplaçait dans ses images cette nuit de novembre 2011, il ne savait pas encore qu'il venait de découvrir la comète qui allait être le cadeau de Noël astronomique de sa génération. Avec 16 jours de marge, la communauté astronomique n'a pas pu faire beaucoup plus qu'ajuster les programmes d'observation existants et attendre. Les prédictions initiales, basées sur la taille estimée du noyau, qui était relativement petit pour une comète Kreutz survivante, pointaient vers la désintégration. La majorité des astronomes qui ont étudié les données avant le périhélie pensaient que Lovejoy n'émergerait pas de l'autre côté du Soleil comme objet identifiable. Le seuil de taille en dessous duquel les modèles prédisaient une destruction complète était supérieur à la taille estimée du noyau de Lovejoy. Le 16 décembre 2011, la comète est entrée dans le champ de vision de l'instrument LASCO du SOHO depuis le côté solaire droit. Les images montraient une comète brillante avec une queue bien définie. À mesure qu'elle s'approchait du Soleil, le signal augmentait d'intensité. Et puis, au moment du périhélie, la comète est entrée dans la zone occultée par le disque bloqueur du coronographe et a disparu des images disponibles. Les astronomes qui observaient en temps réel ont attendu de l'autre côté du Soleil, là où la comète devait apparaître si elle avait survécu. Ils ont calculé le temps de transit. Ils ont regardé les images. Ils ont attendu. Pendant approximativement 20 minutes, rien n'est apparu. Imagine ce que cela signifie. 20 minutes à regarder des images qui montrent l'espace vide là où la comète devrait se trouver. 20 minutes pendant lesquelles chaque seconde qui passe sans signal est une seconde qui confirme la destruction. Les personnes qui regardaient en temps réel savaient ce que le silence signifiait. Elles avaient vu le même silence des centaines de fois quand les petits fragments de la famille Kreutz entraient dans la couronne et n'en ressortaient pas. Et puis une tache brillante est apparue au bord de l'occulteur du côté opposé. Une tache qui avait une queue. Une tache qui se déplaçait vers l'extérieur. Lovejoy avait survécu. Ce qui a suivi fut extraordinaire. Depuis l'hémisphère sud, la queue de Lovejoy s'étendait dans le ciel matinal sur plusieurs degrés de longueur apparente. Les astronomes amateurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont pris des photographies qui ont circulé dans le monde entier. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont photographié la queue s'étendant au-dessus du limbe de la Terre. Ce fut l'un des spectacles astronomiques les plus mémorables de la première moitié du XXIe siècle. Il faut comprendre ce qu'est réellement une queue de comète pour apprécier ce que les observateurs ont vu ces nuits-là. En fait, les comètes ont généralement deux queues distinctes, bien que souvent elles se superposent et soient difficiles à distinguer à l'œil nu. La première est la queue de poussière. Elle est composée de grains microscopiques de matériaux réfractaires, des silicates et des composés carbonés qui sont arrachés à la surface du noyau
par les jets de gaz qui s'en échappent. Ces grains sont poussés par la pression de radiation du Soleil, la force minuscule, mais cumulée des photons qui les frappent. Parce que ces grains sont relativement lourds et que la pression de radiation est faible, ils ne s'éloignent que lentement du noyau. Et parce qu'ils sont également soumis à la gravité du Soleil, leur trajectoire est courbée. La queue de poussière forme donc un arc gracieux, légèrement incurvé, qui peut s'étendre sur des dizaines de millions de kilomètres. La deuxième est la queue d'ion, ou queue de plasma. Elle est composée de molécules de gaz qui ont été ionisées par la radiation ultraviolette du Soleil. Une fois ionisées, ces molécules sont sensibles au champ magnétique du vent solaire, ce courant continu de particules chargées que le Soleil émet dans toutes les directions. Le vent solaire pousse ces ions directement à l'opposé du Soleil, sans courbure, créant une queue rectiligne qui peut s'étendre sur des centaines de millions de kilomètres. La queue d'ion est généralement bleue, parce que les ions de monoxyde de carbone qui la composent principalement émettent dans le bleu quand ils sont excités par la radiation solaire. La queue de poussière est généralement jaune ou blanche, parce qu'elle réfléchit simplement la lumière du Soleil. Quand Lovejoy est passée dans la couronne solaire, elle a perdu une partie significative de son matériau. Ce matériau, vaporisé et ionisé instantanément par les conditions extrêmes de la couronne, a formé une queue d'une intensité exceptionnelle. Les images montrent cette queue s'étirant comme une flamme derrière le noyau, ondulant sous l'effet des variations du vent solaire, changeant de forme d'une heure à l'autre. Mais l'analyse scientifique post-Perrielli a révélé quelque chose que le spectacle visuel occultait. Le noyau de Lovejoy avait été massivement fragmenté pendant le transit par la couronne. Les images à haute résolution du télescope spatial Hubble ne montraient pas un unique noyau brillant, mais de multiples condensations se séparant progressivement. La spectacularité de la queue était directement proportionnelle au degré de destruction du noyau. Plus de fragmentation signifiait plus de surface de matériaux frais exposés à la radiation solaire, ce qui signifiait plus de dégazage, ce qui signifiait une queue plus brillante et plus longue. Le spectacle était le signal de la destruction en cours. La comète qui est entrée dans la couronne le 16 décembre 2011 était une chose. La comète qui en a émergé était de multiples choses, et à chaque orbite qu'elle complétera dans le futur, ces multiples choses se sépareront de plus en plus, dispersant le matériau du noyau original dans un arc de plus en plus large, ajoutant leurs propres fragments à l'inventaire des 4000 comètes Kreutz que nous connaissons déjà, contribuant à la destruction lente et continue de la méga-comète originale qui a commencé il y a des milliers d'années. C'est l'histoire qui attend la comète MAPS le 4 avril. Pas la question de si elle survivra ou non, la question de en combien de morceaux elle sortira, si ces morceaux seront suffisamment grands et suffisamment brillants pour générer le spectacle visuel que les astronomes espèrent, si les fissures que MAPS a héritées de son Perrielli antérieur feront que le processus sera plus ou moins violent que celui de Lovejoy. Et pour comprendre cette question, tu dois comprendre les forces qui agissent sur une comète quand elle entre dans la couronne solaire. Parce que ces forces ne sont pas ce que la plupart des gens supposent. Et la différence entre ce que la majorité suppose et ce qui se passe réellement est exactement la clé pour comprendre pourquoi les données du 3 mars sont si importantes. Quand la plupart des gens pensent à une comète qui s'approche du Soleil, ils pensent à la chaleur, à l'idée que le Soleil fait fondre la glace et vaporise le matériau, à l'image de quelque chose qui se consume dans le feu. Cette image n'est pas incorrecte. Le réchauffement est réel et ses effets sont spectaculaires. À la distance du Perrielli de MAPS, la surface du noyau peut atteindre des températures entre 1000 et 2500 degrés. Pratiquement tout matériau avec un point de fusion ou de sublimation inférieur à cela se vaporisera. Les glaces d'eau qui composent la majeure partie du noyau et qui, aux températures de l'espace, restent solides indéfiniment, s'évaporent en quelques minutes.
Les glaces plus fragiles, celles qui se vaporisent même à de grandes distances du Soleil, s'épuisent complètement. Les silicates à bas point de fusion, qui forment la composante réfractaire de la comète, commencent à se ramollir. Il faut comprendre ce que signifie ce réchauffement en termes concrets. La température de surface d'une comète dans les régions extérieures du système solaire est d'environ moins 270 degrés Celsius, à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, même les gaz les plus volatiles sont solides. Le dioxyde de carbone forme une croûte dure. L'ammoniac est gelé. Le méthane est un bloc de glace. Quand la comète s'approche du Soleil, ce froid éternel est brisé pour la première fois depuis des millions, peut-être des milliards d'années. La transition est brutale. En quelques jours, la surface passe de moins 250 degrés à plus de 1000 degrés. Les matériaux qui étaient stables depuis la formation du système solaire deviennent soudainement instables. Les glaces subliment, passant directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, parce que la pression ambiante dans l'espace est essentiellement nulle. Ce dégazage n'est pas uniforme sur la surface du noyau. Certaines régions sont plus riches en glace volatile que d'autres. Certaines sont recouvertes d'une croûte de matériaux réfractaires qui isole temporairement les glaces sous-jacentes. Le résultat est un paysage chaotique de jets de gaz et de poussière qui s'échappent de points dispersés sur la surface, créant la coma asymétrique et complexe que les télescopes photographient. Le réchauffement génère le dégazage massif qui produit la coma brillante et la queue spectaculaire qui rendent ces comètes visibles depuis la Terre. C'est la source du spectacle. Mais le réchauffement seul ne détruit pas les grands noyaux Kreutz. Si le réchauffement était la seule force en jeu, un noyau de 2 km de diamètre pourrait survivre au périhélie simplement en perdant ses couches externes, comme un oignon qu'on pèle, avec le matériau frais de l'intérieur restant exposé, mais le gros de l'objet se maintenant cohésif. Ce qui détruit réellement les grandes comètes Kreutz, ce n'est pas la chaleur, c'est la marée. Les forces de marée sont moins intuitives que la chaleur, mais elles sont infiniment plus destructrices pour un objet comme un noyau cométaire. Pour comprendre comment elles fonctionnent, pense à l'océan. Les marées océaniques existent parce que la Lune n'exerce pas la même force gravitationnelle sur tous les points de la Terre. Le côté de la Terre le plus proche de la Lune est attiré avec plus de force que le centre de la Terre, qui à son tour est attiré avec plus de force que le côté le plus éloigné. Cette différence d'attraction, ce gradient de gravité à travers le corps de la Terre, agit comme une force d'étirement qui allonge légèrement la Terre dans la direction de la Lune. Comme l'eau est fluide, elle répond visiblement à cet étirement. Elle s'accumule des côtés les plus proches et les plus éloignés de la Lune, créant les marées que nous voyons monter et descendre dans les océans. Maintenant, transpose ce même principe à la comète MAPS, s'approchant du Soleil. La gravité du Soleil exerce une attraction beaucoup plus intense sur le côté du noyau le plus proche du Soleil que sur le côté le plus éloigné. Cette différence d'attraction agit comme une force d'étirement sur le noyau. Si cette force d'étirement dépasse la cohésion interne du noyau, le résultat est la fragmentation. Le noyau se brise. Ce qui rend cette force particulièrement dangereuse pour les comètes de la famille Kreutz, c'est qu'elle évolue avec le cube inverse de la distance au corps qui la génère. Cela signifie que quand la distance au Soleil se réduit de moitié, les forces de marée ne doublent pas. Elles se multiplient par 8. Et à la distance du périhélie de MAPS, qui est inférieure à la distance de la Terre à la Lune, les forces de marée sont incomparablement plus intenses que nulle part ailleurs sur son orbite. La résistance d'un noyau cométaire à ces forces dépend de ses propriétés mécaniques internes, et les noyaux cométaires sont notoirement faibles. Les mesures directes que la sonde Rosetta de l'ESA a effectuées sur le noyau de la comète 67P entre 2014 et 2016 ont révélé
qu'entre 70 et 80% du volume du noyau est simplement du vide. Cette mission européenne, pilotée depuis le centre des opérations de Darmstadt en Allemagne, a été l'une des plus ambitieuses de l'histoire de l'exploration spatiale. Rosetta a voyagé pendant 10 ans pour rejoindre sa cible, a orbité autour du noyau pendant 2 ans et a même déposé un petit atterrisseur, Philae, sur la surface. Les données que Rosetta a collectées ont complètement transformé notre compréhension de ce que sont les comètes. Le noyau de 67P n'était pas un bloc de roche et de glace compacte comme on l'imaginait auparavant. C'était un agrégat extraordinairement poreux, avec une densité moyenne d'environ 500 kg par mètre cube. Pour comparaison, l'eau a une densité de 1000 kg par mètre cube. Le liège a une densité d'environ 200 kg par mètre cube. Le noyau de 67P était donc quelque part entre les deux. Un objet qui flotterait sur l'eau si on pouvait l'y plonger. Et ce n'est pas tout. Rosetta a révélé que le noyau n'était pas homogène. Il était composé de régions distinctes avec des propriétés différentes. Des zones plus compactes, alternant avec des zones plus poreuses. Des strates qui suggéraient que l'objet avait été assemblé graduellement, par accrétion lente de matériaux dans le nuage protoplanétaire, plutôt que formé d'un seul bloc. Un matériau avec cette porosité extrême et cette hétérogénéité structurelle a une résistance mécanique comparable à celle du liège ou de la mousse de polystyrène de basse densité. Ce n'est pas un bloc de roche. C'est plus proche d'un amas de neige sale, avec de grands espaces vides internes, cohésionnés par des forces faibles qui peuvent être dépassées avec une facilité surprenante si la pression adéquate est appliquée aux endroits adéquats. Et les endroits adéquats, dans le cas de la comète MAPS, sont les fissures qu'elle a héritées de son périhélie antérieur. Ici, nous arrivons au facteur qui rend la situation de MAPS qualitativement différente de celle d'une comète qui n'est jamais passée près du Soleil auparavant. Chaque fois qu'un noyau cométaire expérimente le réchauffement extrême du périhélie et les forces de marée qui l'accompagnent, même s'il survit comme objet observable, il en sort avec des dommages structurels qu'il n'avait pas quand il y est entré. Les fissures qui s'ouvrent à l'intérieur du noyau pendant le réchauffement et l'étirement ne se referment pas quand la comète s'éloigne du Soleil et se refroidit. Elles demeurent. Et au périhélie suivant, ces fissures préexistantes sont exactement les points où les forces de marée agissent avec la plus grande efficacité. Un noyau qui a survécu à un périhélie n'est pas plus fort qu'un qui ne l'a pas expérimenté. Il est plus faible. Il porte l'historique des dommages accumulés. Il porte les cicatrices. La comète MAPS porte les cicatrices d'un périhélie antérieur qui s'est produit il y a plus de 1000 ans. 1000 ans de fissures ouvertes à l'intérieur du noyau. 1000 ans pendant lesquels le matériau qui entoure ces fissures a été soumis à des cycles thermiques graduels chaque fois que l'orbite elliptique de la comète la rapproche légèrement du Soleil. 1000 ans pendant lesquels les tensions accumulées ont rendu ce matériau intérieurement plus complexe et plus fragile que ne le serait un noyau vierge de la même taille. Et cela pourrait être exactement ce que les données du 3 mars montrent. Le saut de luminosité que les astronomes ont observé ce jour-là n'était dans aucun des modèles de prédiction. Quand la courbe de lumière d'une comète, le registre de comment sa luminosité varie au cours du temps, saute de manière brusque et imprévisible, il y a plusieurs explications possibles. La plus bénigne dit que le noyau est simplement plus actif que ce que les modèles estimaient. Peut-être parce qu'il est plus massif ou parce qu'il a une composition inhabituellement riche en matériaux volatiles qui s'évaporent avec une intensité particulière quand la température de la surface augmente. Dans cette interprétation, le noyau est sain. Le saut de luminosité est seulement le signal que les modèles sous-estimaient l'activité réelle de la comète. La deuxième explication est plus préoccupante. Un outburst est un événement où une poche de gaz piégée à l'intérieur du noyau sous une couche de matériaux plus compacts atteint une pression suffisante
pour rompre cette couche et s'échapper de manière explosive. Quand cela se produit, le nuage de gaz et de poussière qui se libère produit exactement le type de saut de luminosité brusque et inattendu que les astronomes ont observé le 3 mars. Les outbursts ne sont pas automatiquement létaux pour une comète. Beaucoup de comètes en expérimentent de manière répétée, sans se désintégrer. Mais un outburst qui se produit à 1 mois du périhélie, dans une comète qui a déjà des fissures héritées d'un périhélie antérieur et qui va expérimenter les forces de marée les plus intenses du système solaire, c'est le signal qu'il y a des points de faiblesse structurels dans le noyau. Et ces points de faiblesse sont exactement là où les forces de marée du périhélie agiront avec le plus d'effet. La troisième explication est la plus inquiétante, et les données du 3 mars ne permettent pas de l'écarter. Le saut de luminosité pourrait être le premier signal visible d'une fragmentation du noyau déjà en cours. Pas une fragmentation catastrophique encore, mais l'ouverture progressive de fissures anciennes qui commencent à séparer des régions du noyau, exposant du matériau frais de l'intérieur à la radiation solaire pour la première fois. Ce matériau, congelé depuis avant que la Terre n'existe, contient des composés si volatiles qu'ils se vaporisent violemment au contact de la première radiation solaire qu'ils reçoivent après des milliards d'années. Le résultat serait exactement le saut de luminosité brusque que les astronomes ont observé. Non pas une comète saine qui libère plus de matériaux que prévu, mais une comète qui s'ouvre depuis l'intérieur. Si cette troisième interprétation est correcte, le processus de destruction de MAPS a commencé avant le périhélie, à plus d'1 mois de la rencontre solaire. Et ce qui se produira le 4 avril ne sera pas le début de la fragmentation, mais sa culmination. Pour distinguer entre ces 3 interprétations, les astronomes ont besoin de données qui vont au-delà de la simple courbe de lumière. Ils ont besoin de savoir quelles molécules spécifiques sont libérées dans la coma de la comète et en quelle proportion. Parce que chacune des 3 interprétations prédit une signature chimique différente. Et pour cela, ils ont un instrument qui n'existait pas quand Ikeya Seki est passé, ni quand Lovejoy est passé. Le télescope spatial James Webb. Le Webb est l'instrument d'observation infrarouge le plus sensible que l'humanité ait jamais construit. Avec un miroir primaire de plus de 6 mètres de diamètre, presque 3 fois celui du télescope spatial Hubble, et avec des détecteurs refroidis cryogéniquement qui éliminent le bruit thermique avec une efficacité sans précédent, il peut mesurer la composition chimique de la coma d'une comète avec une résolution spectrale qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur, ce qui était possible avant son lancement en 2021. Pour comprendre pourquoi le Webb est si révolutionnaire, il faut comprendre ce qu'est la spectroscopie infrarouge. Chaque molécule absorbe et émet la lumière à des longueurs d'onde très spécifiques, déterminées par la structure de ses liaisons chimiques. Ces longueurs d'onde sont comme des empreintes digitales. En analysant quelles longueurs d'onde sont absentes de la lumière qui nous parvient d'un objet, nous pouvons déterminer quelles molécules se trouvent entre cet objet et nous. L'infrarouge est particulièrement utile pour cette analyse parce que c'est dans cette gamme de longueurs d'onde que la plupart des molécules organiques ont leurs signatures les plus distinctives. Les molécules d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac, et les chaînes carbonées plus complexes qui sont les précurseurs de la biochimie, toutes ces molécules laissent des empreintes claires dans l'infrarouge. Mais l'infrarouge pose un problème fondamental pour les télescopes terrestres. Notre atmosphère est remplie de ces mêmes molécules, notamment de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Quand nous essayons d'observer l'infrarouge depuis le sol, nous voyons essentiellement notre propre atmosphère. C'est comme essayer de photographier quelqu'un à travers une vitre couverte de buée. Le Webb résout ce problème en observant depuis l'espace, au-delà de l'atmosphère terrestre. Et il le fait depuis un point situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L2,
où il peut maintenir son bouclier thermique constamment orienté vers le Soleil et la Terre, gardant ses instruments à une température de moins 233 degrés Celsius. À cette température, le bruit thermique des instruments eux-mêmes est réduit au point de permettre la détection de signaux incroyablement faibles. Pour la comète MAPS, le Webb peut détecter simultanément les signatures moléculaires de l'eau, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du méthanol, du formaldéhyde, de l'éthane et de dizaines d'autres composés en une seule observation spectroscopique. Et il peut le faire avec une résolution spatiale suffisante pour distinguer l'abondance de ces composés dans différentes régions de la coma, ce qui permet d'inférer la distribution de ces matériaux sur la surface du noyau. L'une des molécules les plus importantes que le Webb mesure dans la coma de MAPS est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone a une température de sublimation extraordinairement basse, si basse qu'il peut s'évaporer de la surface du noyau même à de grandes distances du Soleil, là où le réchauffement solaire est à peine perceptible. Si le noyau de MAPS a une abondance primordialement élevée de monoxyde de carbone, ce qui pourrait refléter la composition du matériau dont s'est formée la mégacomète Kreutz originale dans une région particulièrement froide du système solaire extérieur, cette haute abondance serait consistante avec la première interprétation du saut de luminosité. Un noyau plus actif que prévu, mais structurellement sain. Si la haute abondance de monoxyde de carbone est le résultat de l'exposition de matériaux frais de l'intérieur du noyau par fragmentation ou par l'éclatement d'une poche de gaz, les spectres du Webb montreraient une évolution temporelle très spécifique. L'abondance devrait augmenter brusquement au moment de l'événement, puis diminuer graduellement à mesure que le matériau frais récemment exposé s'épuise. Ce patron temporel est complètement différent de celui qu'on attendrait d'une composition primordialement élevée qui reste stable. Ce que les données du Webb montrent dans les semaines qui ont suivi le 3 mars, c'est que la situation n'est pas simple. Il y a une composante stable de haute abondance de monoxyde de carbone qui pourrait être primordiale, reflétant la composition originale du noyau. Et il y a une composante variable qui ne suit pas le patron d'une composition stable, mais celui d'un événement d'exposition de matériaux frais. Les deux signaux sont présents simultanément. Cela pourrait signifier que les deux processus se produisent en même temps, que le noyau de MAPS a une composition primordialement riche en composés volatiles, ce qui favorise la survie en étant le signal d'un objet encore actif et non inerte, mais que simultanément, il expérimente l'ouverture de ses fissures internes héritées, ce qui défavorise la survie en indiquant un dommage structurel en cours. Ce n'est pas une histoire propre. Ce n'est pas un diagnostic clair de bonne ou mauvaise santé. C'est l'histoire d'un objet complexe avec une longue histoire qui arrive au moment le plus exigeant de cette histoire, dans un état que les instruments peuvent décrire mais pas simplifier. Et pendant que les astronomes traitent ces données du Webb et les comparent avec les observations du Solar Orbiter de l'ESA, qui a ses propres instruments spécifiquement conçus pour étudier la couronne solaire et l'environnement du Soleil, la comète MAPS continue de s'approcher, indifférente au débat sur sa composition, indifférente aux prédictions sur sa survie, suivant la trajectoire que la gravité lui a marquée quand elle a été perturbée de son orbite dans le nuage d'Oort il y a des milliers d'années. Le Solar Orbiter est une sonde spatiale de l'ESA lancée en février 2020 qui orbite autour du Soleil en suivant une trajectoire qui la rapproche progressivement de l'étoile pour étudier son atmosphère extérieure, la couronne solaire et le vent solaire qui en émane. Elle emporte à son bord un ensemble d'instruments conçus pour mesurer en détail les propriétés physiques et chimiques de la couronne. Des spectromètres ultraviolets, des détecteurs de particules énergétiques, des magnétomètres et des caméras à haute résolution capables de photographier la surface solaire et la couronne avec un détail sans précédent. Pour la comète MAPS, le Solar Orbiter peut faire quelque chose que le Webb ne peut pas faire.
Observez la comète à travers le plasma de la couronne solaire pendant le périhélie. Mesurez comment le matériau de la comète interagit avec le matériau de l'atmosphère solaire. Cette interaction produit des signaux spécifiques dans les émissions ultraviolettes des ions de la comète, que les spectromètres du Solar Orbiter peuvent mesurer avec précision. En particulier, le Solar Orbiter peut détecter les ions du soufre diatomique, un composé qui a une demi-vie extrêmement courte dans l'environnement solaire, parce que la radiation ultraviolette le détruit en quelques minutes. Si du soufre diatomique est détecté dans la coma de MAPS, cela signifie qu'il est produit en temps réel, qu'il sort de l'intérieur du noyau à ce moment même, que le matériau qui le contient est exposé à la radiation solaire pour la première fois. C'est l'un des indicateurs les plus sensibles de fragmentation active du noyau, parce que le soufre diatomique ne peut exister en quantité détectable que quand du matériau de l'intérieur de la comète est exposé de manière active. Les observations du Solar Orbiter de la coma de MAPS dans les semaines précédant le périhélie sont l'une des sources d'informations les plus précieuses disponibles pour les astronomes qui tentent de prédire le résultat du 4 avril. Et les données qu'il produit sont consistantes avec ce que décrit le Webb. Une situation ambiguë où les signaux d'activité saine et les signaux de dommages structurels sont présents simultanément, où la ligne entre la comète qui survit et la comète qui se détruit est plus étroite que ce que les modèles estimaient il y a 2 mois. En plus de ces grands observatoires spatiaux, la sonde Parker Solar Probe de la NASA apporte une perspective unique. Lancée en 2018, Parker est la sonde qui s'est approchée le plus près du Soleil dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elle a traversé la couronne solaire à plusieurs reprises, effectuant des mesures directes du plasma, du champ magnétique et des particules énergétiques dans des régions où aucun instrument n'était jamais allé. Bien que sa mission principale soit l'étude du Soleil lui-même, les données de Parker sur les conditions de la couronne dans les semaines entourant le 4 avril seront essentielles pour interpréter ce qui arrivera à MAPS pendant son transit. Le SOHO, quant à lui, reste la sentinelle permanente. Depuis son point de Lagrange L1, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, en direction du Soleil, l'instrument LASCO continue de photographier le Soleil et son environnement de manière continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est LASCO qui a détecté la grande majorité des 4000 comètes Kreutz connues. C'est LASCO qui capturera les images de MAPS entrant dans la couronne et, si elle survit, en émergeant de l'autre côté. Ces images, combinées avec les données spectroscopiques du Webb et du Solar Orbiter et les mesures in situ de Parker, formeront l'ensemble de données le plus complet jamais collecté sur une comète Kreutz traversant son périhélie. Mais il y a une 4e variable qu'aucun modèle de dynamique cométaire ne peut prédire avec précision. Une variable qui est complètement indépendante de l'état de la comète et qui pourrait être, si elle se produit au mauvais moment, plus déterminante que la taille du noyau, sa composition, ses fissures héritées et ses forces de marée combinées. L'activité du Soleil au moment exact du périhélie. Le Soleil n'est pas un objet statique qui brille de manière uniforme. C'est une étoile active dont la surface est constamment perturbée par la convection, par des champs magnétiques qui émergent de l'intérieur et se tordent et se reconnectent dans des processus qui libèrent des quantités d'énergie incompréhensibles en termes quotidiens. Occasionnellement, ces champs magnétiques se reconfigurent dans des événements explosifs qui expulsent des milliards de tonnes de plasma solaire dans l'espace à des vitesses allant de centaines à des milliers de kilomètres par seconde. Ce sont les éjections de masse coronale. Et ce sont les événements les plus énergétiques du système solaire après le Soleil lui-même. Pour avoir une idée de l'échelle de ces événements, considère qu'une seule éjection de masse coronale peut expulser plusieurs milliards de tonnes de plasma à des vitesses dépassant 1000 km par seconde. L'énergie libérée en quelques heures
équivaut à des milliards de bombes nucléaires explosant simultanément. Et pourtant, à l'échelle du Soleil, ce ne sont que des soubresauts mineurs. Le Soleil perd ses milliards de tonnes de matière sans même ralentir, parce que sa masse est tellement immense que ses pertes sont imperceptibles. Les éjections de masse coronale ont des conséquences bien connues sur Terre. Quand elles sont dirigées vers notre planète, elles peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques qui perturbent les réseaux électriques, les communications radio et les systèmes de navigation par satellite. En mars 1989, une tempête géomagnétique particulièrement intense a provoqué une panne d'électricité qui a plongé 6 millions de personnes au Québec dans le noir pendant 9 heures. En 1859, l'événement de Carrington, la tempête géomagnétique la plus intense jamais enregistrée, a généré des aurores boréales visibles jusqu'à Cuba et a fait exploser des équipements télégraphiques à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour la comète MAPS, une éjection de masse coronale au mauvais moment serait incomparablement plus dévastatrice que tout ce que nous pouvons expérimenter sur Terre. Le Soleil suit un cycle d'activité d'approximativement 11 ans, pendant lequel la fréquence et l'intensité de ces éjections varient de manière prévisible. Dans les années de maximum d'activité, les éjections de masse coronale peuvent se produire plusieurs fois par jour. Dans les années de minimum d'activité, des semaines peuvent passer sans aucune. L'année 2026 correspond à la période de maximum d'activité du cycle solaire 25. Le cycle d'activité solaire qui a commencé en 2019. Et ce cycle s'est avéré être significativement plus actif que ce que prédisaient les modèles. Le nombre de taches solaires au maximum a dépassé les prédictions de plus de 30%. En ce moment, en mars 2026, les éruptions solaires de la classe la plus élevée, celles qui produisent les éjections de masse coronale les plus énergétiques, se produisent avec une fréquence de plusieurs par mois. Pour la majorité des objets dans le système solaire, une éjection de masse coronale est un événement qui altère temporairement le champ magnétique de l'espace environnant et qui peut endommager les satellites en orbite terrestre ou perturber les communications radio, mais qui n'a pas de conséquences physiques directes sur des objets solides à des distances normales. Pour une comète qui est à l'intérieur de la couronne solaire pendant le périhélie, la situation est complètement différente. À l'intérieur de la couronne, la comète est déjà immergée dans le plasma solaire. Elle n'est pas dans le vide de l'espace, recevant un impact de plasma de l'extérieur. Elle est à l'intérieur du fluide. Les densités du plasma et l'intensité du champ magnétique sont des ordres de grandeur supérieurs à ceux de l'espace extérieur. Une éjection de masse coronale dans cet environnement est une onde de pression qui se propage à travers le fluide dans lequel la comète est déjà submergée. Et cette onde atteint la comète au moment du périhélie, quand le noyau est déjà soumis au maximum du réchauffement et des forces de marée. L'effet cumulé pourrait être la différence entre une comète qui sort fragmentée mais reconnaissable et une comète qui ne sort pas. La probabilité qu'une éjection de masse coronale de magnitude significative se produisent exactement dans la bonne direction pendant les quelques heures du périhélie de MAPS est basse, mais non négligeable. Avec le Soleil en maximum d'activité, avec la période de maximum de vulnérabilité de la comète étant exactement ces quelques heures du périhélie, le risque existe. Et il n'y a aucune manière de le calculer avec une précision suffisante pour l'incorporer de manière fiable dans les modèles de survie de MAPS. Le Solar Orbiter surveille l'activité de la face du Soleil, qui correspond à la région du périhélie de MAPS. Ces instruments peuvent détecter les signaux précurseurs des éjections de masse coronale entre des heures et des jours avant qu'elles ne se produisent. Si dans les jours précédant le 4 avril, ces signaux apparaissent dans la bonne position, les astronomes auront un avertissement. Cela ne changera rien pour la comète, mais leur permettra de préparer les observations optimales pour enregistrer ce qui se passera. Tout cela, la taille du noyau, les fissures héritées, les forces de marée, l'activité solaire,
se combinent pour créer une incertitude sur le résultat du 4 avril que les meilleurs modèles disponibles en ce moment ne peuvent pas résoudre. Et cette incertitude est, paradoxalement, l'une des raisons pour lesquelles ce moment est si scientifiquement précieux. Mais il y a quelque chose de plus dans l'histoire de la comète MAPS que nous n'avons pas encore mentionné. Et c'est peut-être le plus important de tout. Quelque chose qui connecte cet objet avec une question qui va bien au-delà de s'il va générer un spectacle visible depuis la Terre. Les comètes de la famille Kreutz sont des fragments du matériau le plus primitif du système solaire extérieur. Ce matériau s'est formé il y a 4,5 milliards d'années dans les régions les plus froides du disque protoplanétaire dont a émergé le Soleil, dans des conditions de température qui étaient à peine au-dessus du zéro absolu. À ces températures, les composés qui existent dans l'espace interstellaire, l'eau, l'ammoniac, le méthane, le monoxyde de carbone et les organiques simples qui se synthétisent quand la radiation ultraviolette agit sur les glaces dans les nuages moléculaires de l'espace interstellaire, se sont congelés et sont restés préservés dans les corps qui se formaient dans ces régions. Ces corps sont les comètes. Et le matériau qu'ils portent en leur intérieur est, en termes de ce qu'il peut nous dire sur les origines du système solaire, comparable à une photographie avec résolution moléculaire du moment de la formation. Le point le plus important de cette photographie n'est pas la cosmologie, c'est la vie. Les acides aminés sont les blocs de construction des protéines. Les protéines sont les blocs de construction des êtres vivants. Et des acides aminés ont été trouvés dans des météorites d'origine cométaire qui sont tombés sur Terre. La météorite de Murchison, qui est tombée en Australie en 1969 et qui a été étudiée pendant plus de 50 ans, contient plus de 90 acides aminés distincts. La majorité de ces acides aminés ne sont pas ceux qu'utilisent les organismes vivants terrestres. Ils sont d'origine extraterrestre. Et les proportions isotopiques des éléments qui les composent sont consistantes avec une synthèse dans l'espace interstellaire, pas avec une contamination postérieure à l'impact. Cela signifie que les ingrédients pour construire des protéines, les ingrédients pour construire la vie, étaient présents dans le matériau cométaire qui a impacté la Terre primitive il y a des milliards d'années. L'hypothèse selon laquelle une partie des ingrédients de la vie est arrivée sur Terre depuis l'espace, transportée par des comètes et des astéroïdes pendant la période de bombardement intense qui a suivi la formation du système solaire, fait aujourd'hui partie établie de la pensée scientifique sur l'origine de la vie sur Terre. Ce n'est pas de la spéculation, c'est l'explication la plus cohérente avec les données disponibles. Cette idée, parfois appelée panspermie moléculaire, ne suggère pas que la vie elle-même voyage entre les planètes. Elle suggère quelque chose de plus subtil, mais tout aussi profond. Que les briques chimiques de la vie, les molécules organiques complexes nécessaires pour que la chimie prébiotique démarre, ont été en partie livrées sur notre planète depuis le cosmos. En 1953, Stanley Miller et Harold Urey ont réalisé une expérience célèbre où ils ont simulé les conditions supposées de l'atmosphère terrestre primitive et ont démontré que des acides aminés pouvaient se former spontanément à partir de molécules simples sous l'action de décharges électriques. Cette expérience a suggéré que les ingrédients de la vie pouvaient se former sur Terre. Mais les décennies de recherche qui ont suivi ont révélé que la livraison extraterrestre a probablement été tout aussi importante, sinon plus. Les analyses isotopiques de l'eau des océans terrestres ont révélé des signatures compatibles avec une origine, en partie, cométaire. Le rapport entre le deutérium et l'hydrogène ordinaire dans l'eau terrestre correspond à celui qu'on trouve dans certaines familles de comètes. Cela suggère qu'une fraction significative de l'eau que nous buvons aujourd'hui, l'eau dans laquelle la vie est née, pourrait avoir été livrée par des comètes il y a des milliards d'années. Mais l'eau n'est pas tout. Les comètes ont également apporté du carbone, de l'azote et les molécules organiques complexes, qui sont les précurseurs de la biochimie. Des études récentes, notamment celles effectuées par la mission Rosetta, ont détecté de la glycine,
l'acide aminé le plus simple, dans la coma de la comète 67P. Cette découverte a confirmé ce que les météorites comme Murchison suggéraient depuis des décennies. Les ingrédients de la vie sont présents dans les comètes. Le bombardement tardif intensif, une période de plusieurs centaines de millions d'années après la formation du système solaire pendant laquelle la Terre a été constamment bombardée par des comètes et des astéroïdes, a non seulement livré de l'eau aux océans primitifs, mais aussi les molécules organiques complexes qui ont pu servir de matière première à l'émergence de la vie. Certains modèles suggèrent que la quantité de matière organique livrée par les comètes pendant cette période aurait pu dépasser la masse totale de la biosphère terrestre actuelle. Et les comètes de la famille Kreutz, qui portent en leur intérieur le matériau le plus primitif et le moins traité du système solaire extérieur, sont les candidats parfaits pour avoir été des porteurs de ces ingrédients dans leurs impacts avec la Terre primitive. Les petits fragments de la famille Kreutz qui se vaporisent dans la couronne solaire livrent ce matériau au vent solaire, qui le disperse dans le système solaire intérieur. Les grands fragments qui survivent au périhélie et qui éventuellement sortent de leurs orbites de la famille Kreutz pour croiser l'orbite de la Terre peuvent impacter notre planète. Si le Webb peut mesurer la composition chimique du matériau le plus profond du noyau de MAPS dans les semaines précédant le périhélie, avant que le réchauffement solaire n'altère la composition des couches les plus profondes, nous ajouterions le premier point de données directes d'une comète Kreutz à la base de connaissances sur la composition du matériau cométaire primitif. Un point de données qui pourrait confirmer ou étendre la connexion entre la famille Kreutz et la chimie prébiotique. Il y a un parallèle historique que les astronomes mentionnent quand ils discutent du risque de destruction de MAPS. La comète Biela était une comète périodique qui a été observée avec régularité par les astronomes européens entre 1806 et 1852. C'était un objet complètement ordinaire dans le catalogue des comètes connues, modeste et prévisible. Wilhelm von Biela, un officier autrichien passionné d'astronomie, a découvert cette comète en 1826 et a calculé qu'elle avait une période orbitale d'environ 6 ans et 3/4. Cela en faisait une comète à courte période, une de ces comètes dont l'orbite est suffisamment compacte pour qu'elle revienne régulièrement à notre portée d'observation. Les astronomes européens l'ont observée à chacun de ses retours, notant ses caractéristiques, mesurant sa luminosité, affinant les calculs de son orbite. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Et puis, à son périhélie de 1846, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le noyau s'est divisé en 2 fragments qui ont continué à orbiter ensemble, suffisamment proches pour avoir une coma partagée, mais clairement séparée sur les images télescopiques. Les astronomes de l'époque ont été stupéfaits. C'était la première fois qu'on observait directement la fragmentation d'un noyau cométaire. Ce qui avait été un objet unique était devenu 2 objets distincts, voyageant côte à côte comme des jumeaux séparés par quelques centaines de milliers de kilomètres. En 1852, les 2 fragments ont été observés de nouveau, avec une séparation plus grande. Ils s'éloignaient progressivement l'un de l'autre, comme prévu par les lois de la mécanique céleste. Les différences infimes dans leur trajectoire au moment de la fragmentation se traduisaient par une divergence qui s'amplifiait à chaque orbite. Et en 1866, quand elle aurait dû revenir, la comète Biela n'est pas apparue. Les astronomes ont scruté le ciel à l'endroit où elle aurait dû se trouver. Rien. Les 2 fragments avaient-ils continué à se fragmenter jusqu'à devenir invisibles? S'étaient-ils dispersés en un nuage de débris trop diffus pour être détectés? Mais elle n'a pas disparu sans laisser de traces. En novembre 1872, quand la Terre a croisé l'orbite de la comète, au point où elle aurait dû se trouver, une pluie de météores d'une intensité sans précédent est tombée. Les Andromédides ont été les funérailles de la comète Biela. Les débris de son noyau désintégré,
dispersée le long de son orbite, tombant sur la Terre tandis qu'elle traversait l'endroit où Biela aurait dû être. Biela n'a pas été détruite dans un unique périhélie catastrophique. Elle a été affaiblie à chaque passage, à chaque exposition aux forces du Soleil, jusqu'à ce qu'à un moment donné, entre 1852 et 1866, les forces qui la maintenaient cohésive cessent d'être suffisantes. Et alors, elle s'est dispersée. La comète MAPS est-elle à un point similaire de ce processus? Le saut de luminosité du 3 mars est-il le signal que le processus d'affaiblissement a atteint un seuil critique, comme la division de Biela en 1846 fut le premier signe visible que cette comète était dans ses dernières orbites? Les données ne peuvent pas répondre à cette question avec certitude. Mais c'est la bonne question. Et c'est la question que les astronomes qui surveillent MAPS en ce moment même, dans les observatoires du Chili, au centre d'opération de l'ESA à Darmstadt, au Goddard Space Flight Center de la NASA, où sont traitées les données du Webb, tentent de résoudre avec chaque nouvelle observation. Il y a une dimension de cette histoire qui mérite d'être contemplée dans sa totalité avant de terminer ce soir. Pas du point de vue de la physique, ni de la chimie, ni de la science des comètes, mais du point de vue de ce que cela signifie que nous soyons là, en train de regarder. Les comètes ont toujours fasciné l'humanité. La comète de Halley, la plus célèbre de toutes, apparaît tous les 76 ans environ et a été observée depuis l'Antiquité. Elle apparaît sur la tapisserie de Bayeux, brodée au XIe siècle pour commémorer la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Les contemporains ont interprété son apparition cette année-là comme un présage de la mort du roi Harold et de la victoire de Guillaume le Conquérant. En réalité, bien sûr, la comète n'avait rien à voir avec les affaires terrestres. Elle suivait simplement son orbite, indifférente aux guerres des hommes. Mais cette indifférence même est ce qui rend les comètes si précieuses pour la science. Elles ne sont pas affectées par l'histoire humaine. Elles portent en elles le registre du système solaire primitif, intact depuis des milliards d'années. Quand nous les étudions, nous lisons une mémoire qui précède toute mémoire humaine. La comète MAPS est dans le système solaire depuis 4,5 milliards d'années, depuis qu'elle s'est formée. Elle effectue son orbite elliptique depuis des milliers d'années, depuis que la mégacomète Kreutz originale s'est fragmentée sous les marées du Soleil. Elle voyage depuis son dernier périhélie depuis plus de 1000 ans. Indifférente à tout ce qui s'est passé sur cette petite planète bleue pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, il n'y avait personne capable de la regarder avec les instruments adéquats pour la lire complètement. L'histoire de l'observation des comètes en France est particulièrement riche. Charles Messier, au XVIIIe siècle, était tellement passionné par la chasse aux comètes qu'il a créé son célèbre catalogue d'objets du ciel profond, précisément pour éviter de confondre les nébuleuses avec les comètes qu'il traquait. Louis XV l'avait surnommé « le furet des comètes ». Messier a découvert plus de 20 comètes au cours de sa carrière, observant depuis Paris avec des instruments qui nous sembleraient aujourd'hui extraordinairement primitifs. Plus tard, au XIXe siècle, l'astronome français Jean-Louis Pons détient toujours le record mondial de découverte visuelle de comètes, avec 37 comètes à son actif. Il observait depuis les observatoires de Marseille, puis de Florence, utilisant des lunettes qu'il fabriquait et modifiait lui-même. Pons avait un talent presque surnaturel pour repérer ces taches diffuses qui se déplaçaient lentement contre le fond d'étoiles fixes. Camille Flammarion, fondateur de la Société astronomique de France en 1887, a passé sa vie à populariser l'astronomie auprès du grand public français. Son observatoire de Juvisy-sur-Orge, qu'il a fondé en 1883, existe toujours et continue d'accueillir des astronomes amateurs. Flammarion a écrit des dizaines de livres sur l'astronomie, traduits dans le monde entier, et a contribué plus que quiconque à faire de l'observation du ciel une passion populaire en France. Cette tradition se poursuit aujourd'hui.
L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE, basé à l'Observatoire de Paris, calcule les positions précises des comètes et coordonne les observations à travers le pays. Le laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM, participe à de nombreuses missions spatiales d'étude des petits corps du système solaire. L'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, l'IAS, a contribué aux instruments de la mission Rosetta, qui nous ont tant appris sur la structure des noyaux cométaires. La dernière fois que MAPS est passé près du Soleil, aux alentours de l'an 851, les êtres humains n'avaient pas de télescope, pas de spectromètre, pas de satellite. Les comètes étaient des présages, des signes divins, des messages de force surnaturelle pour les mortels qui vivaient sous le ciel nocturne. Personne ne pouvait savoir ce qu'elles étaient réellement, ni ce qu'elles portaient en elles. Personne ne pouvait comprendre que cet objet brillant dans le ciel était un morceau du matériau dont sont faites les planètes, voyageant depuis les régions les plus froides du système solaire vers le feu du Soleil, portant en son intérieur le registre de 4,5 milliards d'années d'histoire chimique. Et au premier moment de l'histoire, où existent les instruments pour répondre à ces questions, au seul instant de sa trajectoire de 4,5 milliards d'années, où l'humanité possède le Webb, le Solar Orbiter, le Parker Solar Probe, le SOHO et la compréhension physique nécessaire pour lire l'archive qu'elle porte en elle, cet objet arrive. Pas légèrement avant, quand le Webb n'existait pas encore. Pas légèrement après, quand peut-être il ne sera plus opérationnel. Maintenant, le 4 avril 2026. Réfléchis un instant à l'improbabilité de cette synchronisation. Le Webb a été lancé en décembre 2021 après des décennies de développement et de retard. S'il avait été lancé 10 ans plus tôt, comme initialement prévu, ces instruments auraient peut-être déjà atteint la fin de leur vie utile. S'il avait été retardé de quelques années supplémentaires, il n'aurait pas été opérationnel pour l'arrivée de MAPS. Le Solar Orbiter a été lancé en février 2020. Le Parker Solar Probe en 2018. Ces missions ont été planifiées indépendamment, par des agences différentes, pour des objectifs scientifiques différents. Personne ne savait, quand elles ont été conçues dans les années 2010, qu'une comète Kreutz majeure arriverait précisément pendant leur période d'observation optimale. La comète MAPS elle-même voyage sur son orbite depuis plus de 1000 ans. Son périhélie de 2026 était déterminé depuis la formation du système solaire par les équations de la mécanique céleste. Si elle avait un périhélie légèrement différent, si son orbite avait été perturbée différemment par Jupiter il y a des milliers d'années, elle serait passée quelques décennies plus tôt ou plus tard, avant que nous ayons les instruments ou après. Et pourtant, tous ces éléments convergent. Le Webb est là. Le Solar Orbiter est là. Parker est là. Et la comète arrive. Maintenant. Cette coïncidence n'a aucune signification en termes de causalité. La comète ne sait rien du Webb, ni du Solar Orbiter, ni d'aucun être humain. Elle suit la trajectoire que la gravité lui a marquée il y a des milliers d'années, avec l'indifférence parfaite d'un objet qui n'a jamais eu ni volonté ni destin. Mais du point de vue de l'histoire de l'astronomie, du point de vue de la relation entre l'humanité et le cosmos, c'est la coïncidence la plus cinématographique de la science du XXIe siècle. Un objet qui voyage depuis 4 milliards d'années arrive au seul moment où il y a quelqu'un capable de le comprendre. Et à ce moment, les données disent qu'il pourrait être en train de commencer à se briser. Ce n'est pas une tragédie, c'est la continuation d'une histoire qui a commencé bien avant que nous existions et qui continuera bien après que nous aurons cessé d'exister. La famille Kreutz est un processus de destruction cosmique qui se développe sur des échelles de temps qui rendent l'histoire humaine entière invisible. La mégacomète originale a mis des milliers d'années à distribuer ses fragments le long de l'orbite. Ces fragments mettront des milliers d'années de plus à compléter leur destruction individuelle. Et la poussière et le gaz qui resteront
quand le dernier fragment Kreutz se sera vaporisé, s'incorporeront au milieu interplanétaire, se mélangeront avec le vent solaire et éventuellement s'intégreront aux planètes ou s'échapperont vers l'espace interstellaire. Rien de ce matériau ne disparaît, il change simplement de forme. La comète MAPS, quand elle passera par la couronne solaire le 4 avril, qu'elle survive ou non, ajoutera son chapitre à cette histoire. Si elle survit, elle émergera de l'autre côté avec la queue brillante que les modèles prédisent. Et les astronomes de l'hémisphère sud pourront la photographier pendant des semaines. Et les données du Webb et du Solar Orbiter sur ce qui s'est passé pendant le périhélie ajouteront plus de pages au livre de la connaissance sur les comètes Kreutz, des pages qui n'avaient pas pu être écrites lors d'aucun des périhélies antérieurs. Si elle ne survit pas, la poussière et le gaz qui resteront après sa destruction seront également étudiés avec la plus grande résolution que les instruments disponibles permettent. Et la composition de cette poussière et de ce gaz racontera également l'histoire de ce qu'elle portait en elle. Dans les deux cas, ce que nous apprendrons ces heures du 4 avril 2026 sur les comètes, sur le système solaire primitif, sur la physique de la couronne solaire et sur les ingrédients de la vie est quelque chose qu'aucune génération antérieure d'astronomes n'a eu l'opportunité d'apprendre, parce qu'aucune génération antérieure n'avait les instruments, et parce qu'aucune génération antérieure n'a eu une comète Kreutz massive qui arrivait au moment adéquat pour pouvoir les utiliser. Et pour ceux d'entre nous en France, ce moment offre également une opportunité d'observation directe. Si MAPS survit à son périhélie et développe une queue brillante, comme le prédisent les modèles optimistes, elle pourrait devenir visible à l'œil nu ou avec des jumelles simples dans les jours suivant le 4 avril. Les meilleurs sites d'observation en France seront ceux avec un horizon ouest dégagé et peu de pollution lumineuse. La Bretagne, avec ses côtes exposées sur l'Atlantique, offre des conditions exceptionnelles. Le Finistère en particulier, avec ses pointes comme celle du Raz ou de Pen Ir, donne accès à un horizon maritime parfaitement dégagé. La Normandie, le Pays basque et toute la façade atlantique partagent cet avantage. Plus à l'intérieur des terres, les hauteurs de l'Île-de-France loin des lumières de Paris peuvent convenir. Les collines de la Brie, le plateau de Langres, les contreforts du Morvan. La Provence est célèbre pour ses ciels clairs, et l'Observatoire de Haute-Provence, près de Forcalquier, est l'un des sites astronomiques historiques de la France. Les montagnes offrent l'altitude qui vous élève au-dessus de la brume et des lumières des villes. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, tous ces massifs ont des sites excellents pour l'astronomie. Le pic du Midi, dans les Pyrénées, abrite l'un des observatoires les plus célèbres d'Europe. Bien que l'observatoire professionnel ne soit pas accessible au public pour des observations spontanées, la région environnante offre des ciels d'une qualité exceptionnelle. Le plateau de l'Aubrac, dans le Massif central, est l'une des zones les moins peuplées et les moins éclairées de France métropolitaine. Les clubs d'astronomie locaux, qui existent dans presque chaque département, organiseront probablement des soirées d'observation. La Société astronomique de France, fondée en 1887 par Camille Flammarion, coordonne un réseau de centaines de clubs à travers le pays. C'est une excellente occasion de voir la comète avec des instruments de qualité et en compagnie de personnes qui peuvent expliquer ce que vous regardez. Beaucoup de ces clubs organisent des nuits d'observation ouvertes au public pour les événements astronomiques majeurs. Pour ceux qui observent seuls, des jumelles de 7 x 50 ou 10 x 50 sont idéales. Le premier chiffre indique le grossissement, le second, le diamètre de l'objectif en millimètres. Des jumelles 7 x 50 offrent un champ large de 7 degrés environ, soit 14 fois le diamètre apparent de la pleine Lune. Cela permet de capturer une comète brillante avec sa queue dans son entièreté. Le diamètre de 50 mm assure une luminosité suffisante pour les observations au crépuscule. Positionnez-vous pour observer environ 30 à 45 minutes
après le coucher du soleil, quand le ciel est suffisamment sombre, mais que la comète, proche du soleil dans le ciel, n'est pas encore trop basse sur l'horizon. Cherchez d'abord Vénus, qui sera brillante à l'ouest et servira de point de repère. La comète, si elle est visible, sera plus proche de l'horizon que Vénus dans les jours suivant le périhélie. Un trépied pour stabiliser vos jumelles améliorera considérablement l'observation. Même le léger tremblement des mains suffit à rendre floue une image à 7 fois de grossissement. Un simple trépied photo avec un adaptateur pour jumelles, disponible pour quelques euros, transforme l'expérience. Habillez-vous chaudement. Les nuits de début avril sont encore fraîches en France et l'immobilité de l'observation refroidit rapidement. Une chaise longue ou un matelas de sol vous permettra d'observer confortablement pendant de longues périodes sans vous fatiguer le cou. Et surtout, soyez patient. L'observation astronomique demande que les yeux s'adaptent à l'obscurité, un processus qui prend une vingtaine de minutes. Évitez de regarder votre téléphone ou toute autre source de lumière pendant cette période d'adaptation. Une lampe rouge, qui n'affecte pas la vision nocturne, peut vous aider à vous repérer si nécessaire. Ce soir, nous avons commencé avec quelque chose qui est peut-être en train de mourir, avec un objet qui voyage depuis 1000 ans vers une rencontre dont il pourrait ne pas revenir, avec l'incertitude que les meilleurs astronomes du monde n'ont pas pu résoudre malgré les meilleurs instruments que les êtres humains aient construits. Et ce que nous avons découvert en suivant l'histoire de cet objet n'est pas seulement l'histoire d'une comète, c'est l'histoire du processus le plus lent et le plus persistant du système solaire. La destruction graduelle d'un objet qui faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. L'effritement d'un fragment de la mégacomète originale qui s'est brisée il y a des milliers d'années et dont les morceaux continuent de tomber vers le Soleil dans un cycle qui ne se terminera que quand il ne restera plus rien. La comète MAPS est l'un de ces morceaux. Le dernier, ou l'un des derniers, suffisamment grand pour générer une histoire visible depuis la Terre. Et quand le Soleil l'ouvrira de force le 4 avril, ce qui sortira de cette rencontre, quelle que soit la forme que cela prenne, sera la continuation d'une histoire qui a commencé bien avant que nous existions. Les modèles disent qu'elle devrait survivre. Les données du 3 mars disent que quelque chose a changé. Et le Soleil, qui traite les objets qui s'approchent trop près depuis 4,5 milliards d'années, avec l'indifférence parfaite des forces physiques qui n'ont ni intention, ni compassion, ni mémoire, décidera le 4 avril. La seule chose qui est différente cette fois, la seule chose qui est fondamentalement différente de tous les périhélies, de tous les fragments Kreutz qui se sont produits depuis que la mégacomète originale s'est brisée, c'est que cette fois, il y aura des témoins avec les instruments adéquats pour comprendre ce qu'ils voient. Et ces témoins sont partout dans le monde. Dans les grands observatoires professionnels, bien sûr. Au Very Large Telescope au Chili, qui pointe ses 4 miroirs géants vers les cieux les plus clairs de la planète. À l'Observatoire européen austral, où des équipes internationales attendent les données. Au Space Telescope Science Institute à Baltimore, où les observations du web sont traitées et analysées. Au Centre spatial de Toulouse, où le CNES coordonne la participation française aux missions spatiales d'observation. Mais aussi dans des milliers d'observatoires amateurs à travers le monde. Dans des jardins, sur des balcons, dans des champs éloignés des lumières des villes. Des personnes qui ont passé des années à apprendre le ciel, à reconnaître les constellations, à pointer leurs télescopes vers des objets dont la plupart de leurs contemporains ignorent l'existence. Ces amateurs, héritiers de la tradition de Messier et de Pont, participeront eux aussi à l'observation de MAPS si elle devient visible après le périhélie. C'est peut-être cela, finalement, qui rend ce moment si particulier. Pas seulement la science, pas seulement les données, mais le fait que, pour la première fois dans l'histoire, une communauté mondiale de personnes qui lèvent les yeux vers le ciel peut participer, chacune à son niveau,
à l'observation d'un événement cosmique qui se déroule à des dizaines de millions de kilomètres de nous. Les astronomes professionnels mesureront la composition chimique de la coma avec une précision de partie par million. Les amateurs photographieront la queue avec leurs appareils modifiés et leurs télescopes artisanaux. Et des millions de personnes ordinaires, qui n'ont jamais regardé le ciel autrement que pour vérifier s'il allait pleuvoir, sortiront peut-être dans leur jardin ces soirs d'avril pour essayer d'apercevoir cette tache diffuse à l'ouest, juste après le coucher du soleil. Chacun de ces regards, du plus sophistiqué au plus naïf, participera à quelque chose qui n'a pas de précédent. L'observation collective d'un vestige du système solaire primitif par une espèce qui, il y a à peine quelques siècles, ne savait pas que les comètes étaient des objets physiques. Une espèce qui a appris à lire les archives chimiques du cosmos en quelques générations seulement. Une espèce qui, pour la première fois dans l'histoire de la vie sur cette planète, peut comprendre ce qu'elle regarde quand elle lève les yeux vers le ciel nocturne. Et ce qu'ils comprendront ces heures-là ajoutera quelque chose à la connaissance humaine sur le cosmos qui n'était pas là avant le 4 avril. Ce soir, c'est une raison suffisante pour lever les yeux vers le ciel et attendre. Et peut-être, si les conditions sont favorables, si MAPS survit à sa rencontre avec le Soleil, si sa queue se développe comme les modèles l'espèrent, tu pourras la voir toi-même. Pas à travers les images d'un télescope spatial transmises sur un écran. Pas à travers les photographies partagées sur les réseaux sociaux, mais directement, avec tes propres yeux. Cette lumière qui atteindra ta rétine aura voyagé depuis le noyau de MAPS, cette boule de glace et de roche qui portait en elle le registre du système solaire primitif. Cette relique de 4 milliards et demi d'années qui vient de traverser l'enfer de la couronne solaire. Cette lumière, quand elle te parviendra, aura été émise par des atomes qui ont été formés avant que la Terre n'existe. Des atomes qui ont voyagé pendant des milliards d'années dans le froid de l'espace, congelés dans la glace d'un noyau cométaire, indifférents au temps qui passait. Et puis, pendant quelques heures du 4 avril 2026, ces atomes ont été libérés, vaporisés par la chaleur du Soleil, ionisés par sa radiation, poussés par son vent dans l'espace, et une fraction infinitésimale de la lumière qu'ils ont émise a voyagé vers la Terre, a traversé l'atmosphère et a atteint ton œil. C'est cela, regarder une comète. Ce n'est pas seulement observer un phénomène astronomique, c'est recevoir un message direct du passé, le plus lointain du système solaire, codé dans des photons qui ont parcouru des millions de kilomètres pour arriver jusqu'à toi. Et si tu la vois, si tu es là dehors par une nuit claire d'avril, regardant vers l'ouest après le coucher du soleil, cherchant cette tache diffuse avec sa queue éthérée, tu participeras à quelque chose que les êtres humains font depuis des millénaires. Tu rejoindras les observateurs de l'Antiquité, qui ont noté les comètes dans leurs chroniques, les astronomes médiévaux qui les ont interprétées comme des présages, les scientifiques modernes qui ont compris ce qu'elles étaient vraiment. Tu participeras à la continuité de la curiosité humaine face au cosmos,